Voici votre échauffement d'aujourd'hui. Alors, il est divisé en deux parties, vous l'aurez sûrement remarqué. Il y a une partie encore de calculatrice parce que je veux que ce soit absolument actif. Et donc, c'est cette partie-là, clairement. Très court, juste pour vous faire réviser l'usage. Je veux que ça s'inscrive dans votre cerveau. Et ensuite, il y a des exercices de dérivation. Alors que vous le savez, malheureusement, je n'ai pas de modèle très performant, moi, de simulation de calculatrice. Donc, je dois taper toute la formule. Mais bon, c'est toujours un rappel. Alors, si je veux calculer P de x égale à 6, du coup, je vais faire... Moi je n'ai pas la possibilité de faire, du coup, encore une fois, la fonction spécifique binomial probability distribution. Donc, je vais faire à la main. À la main, ça veut dire que je vais me munir de 6 parmi 10, parce qu'ici, il y a 10 épreuves. Pour ce faire, je vais aller sur Options. Je vais aller sur Prob. Je vais aller sur NCR. Et là, je vais écrire du coup que je veux savoir 6 parmi 10. Je vais le mettre entre parenthèses pour ne pas me tromper. OK. Et ensuite, je vais le multiplier fois la probabilité du succès. Donc, c'est 2 tiers. Et là, je dois faire encore une fois attention. Parce que du coup, cette probabilité du succès, là, je dois la mettre entre parenthèses. Sinon, elle va me faire juste 3 à la puissance. Et la puissance, c'est, comme c'est 6 succès, bah, du coup, je vais mettre 6. Multiplié fois la probabilité de l'échec. Et donc, la probabilité de l'échec, c'est 1 moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers. C'est plutôt facile à calculer. Donc, 1 tiers, tout cela, évidemment, à la puissance du nombre d'échecs, donc 4. Je fais le calcul, et vous devriez avoir trouvé le même résultat avec votre fonction. N'est-ce pas? C'est ça? Très bien. On va l'arrondir à 0,228. Donc, approximativement 0,228. Est-ce que tout le monde a trouvé ce résultat? C'est vrai? Super. Alors, celui-là, c'est x supérieur ou égal à 8. Donc, là, une petite manipulation est demandée. Ça va être, du coup, la probabilité de x égale à 8 plus x égale à 9 plus p de x égale à 10, du coup. Donc, ça va être la somme de trois probabilités. Ce n'est pas trop dur, heureusement. Je reviens en arrière pour économiser un peu de temps. Donc, je vais faire 2. Et comme le début, c'est 8 succès, bah, du coup, je vais marquer ça. Ça me donne 0,91, si je ne me trompe pas. C'est ça? Je vais encore une fois l'arrondir. Donc, cette fois-ci, c'est 0,91 tout court. D'accord? Je vais mettre, du coup, un plus ou moins. Et là, ça va être plus. Alors, du coup, j'ai... Ensuite, ça c'est puissance 9, du coup, parce que c'est 9 succès et un seul échec. Ah, mais je m'étais trompé. Excusez-moi, je n'avais pas tout modifié. Pardon. Revenons en arrière. Donc ça, c'était 8. Là, je n'avais pas modifié, vous voyez. Voilà. Là aussi, il faut mettre 8, bien sûr. Voilà, effectivement. Donc, c'est 195. C'est mieux. OK, plus... Donc là, je vais remodifier. Alors du coup, ça va être un échec. Ça va être 9 succès. 9 succès. Et ça va être du coup 9 parmi 10. Voilà. Ce qui fait 0,087. 0,087. Toujours arrondi. Plus... Dernier cas, du coup, ça va être c'est le moment où j'ai 0 échec. Et donc, 10 succès. Et donc, je n'ai plus besoin non plus du coefficient binomial parce que je sais que ça va donner comme résultat tout simplement 1. Parce que 10 parmi 10, bah, du coup, ça fait 1. Oups. Et donc, ça fait 0,017. Voilà. Maintenant, vous pouvez additionner les 3. Et si je me suis trompé à écrire. Pardon, j'ai oublié un 0. Voilà. Et ça me donne à peu près 0,3. D'accord? Bon, on va quand même l'écrire de 0,299. Est-ce que vous avez trouvé ce résultat? Oui. C'est vrai? Oui. OK. Super. On passe du coup à la partie dérivation. Là, vous aviez 3 fonctions. Elles sont belles, elles sont agréables. On va quand même les dériver. La première, c'est 3x moins 4 divisé par 12.
Ici, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous le voyez, le piège ou pas? Le piège, c'est de penser que ça, c'est une fonction composée d'un numérateur et d'un dénominateur et que du coup, vous allez dériver avec la formule de dérivation d'une fraction. Parce que ça, c'est le mauvais choix. C'est le choix si vous voulez vraiment galérer. Si vous voulez être malin, vous vous dites, ah oui, mais en fait, je sais que le dénominateur ici, c'est juste une valeur finie. C'est une valeur constante. Et je me rappelle que quand j'ai une fraction de la forme a plus b divisé par c, bah ça, c'est égal à a sur c plus b sur c. N'est-ce pas? Et bah du coup, je l'applique ici et ça me donne 3x divisé par 12 moins 4 divisé par 12. Et ça, c'est une fonction affine, je vous rappelle. Hein, fonction affine. Et donc ça fait... Alors, 3 sur 12, ça donne x divisé par 4. Parce que si je simplifie par 3, ça fait 1 sur 4. Moins 4 sur 12, donc ça fait 1 tiers. Eh bien, si je calcule la dérivée de ça, donc f' de x, bah... 1 tiers, il disparaît parce que c'est une constante, pardon, moins 1 tiers, ça disparaît parce que c'est une constante. Il me reste la dérivée de x sur 4. Mais x sur 4, c'est la dérivée de 1 quart fois x. La dérivée de x, c'est 1. Devant, j'ai juste une constante, donc ça fait juste 1 sur 4. The end. Qui n'a pas compris ce passage? Non? Quelle est la partie que vous n'avez pas compris? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que ça, c'est clair? Oui ou non? Oui. Est-ce que ça, c'est clair? Oui? Est-ce que... Donc, c'est ici le problème. C'est avant? Amayas? Quand je vous dis de dériver 2x, c'est quoi la dérivée de 2x? C'est 2. Alors, pour quelle raison 1 sur 4 fois x, ça vous pose des problèmes? Tu l'as fait avec la formule de la dérivation d'une fraction et tu as trouvé un quart. C'est juste que ça t'a pris un peu plus longtemps, je pense. Voilà. Mais ça marche, hein. Si tu le fais avec ça, ça marche. Il n'y a aucun problème. C'est juste que ça doit te prendre un millénaire, alors que là, j'ai fait en 37 secondes. Et je préfère les secondes au millénaire. Par contre, faites-moi la comparaison entre ça et ça. Le fait que ce soit une fraction et que cette fraction-là, ça vaut 0,25, ça ne devrait pas trop vous poser des problèmes d'un point de vue théorique. Vous avez une constante, 1 sur 4 fois x. Vous savez qu'il y a une règle de dérivation qui dit que quand vous avez une constante fois n'importe quelle fonction et que vous avez la dérivée, cette dérivée-là est égale à la constante pareille fois la dérivée de seulement la fonction. Et bien, c'est ça que vous appliquez ici, parce que quand vous faites 2x égale à 2, ben en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est 2 fois la dérivée de x tout seul. Et vous savez que ça fait 2 fois 1, parce que la dérivée de x, c'est 1. Et donc, ça fait 2. Et ici, du coup, ça va faire la même chose. Parce que si je reprends ça, bah, du coup, ça me fait 1 sur 4 fois la dérivée de x. La dérivée de x, ça fait 1. Bah donc ça fait 1 sur 4 fois 1, donc 1 sur 4. Bingo. Autre remarque. Alors, Amayas a tout à fait raison, hein, bien sûr. Si j'ai choisi la voie de la douleur, je vais quand même arriver au bon résultat. Hein. Si je prends ça et que je le développe autrement, c'est-à-dire en disant que du coup je vais faire la dérivée de 3x moins 4, ça fait 3, fois 12 non dérivés, je le réécris, moins la dérivée de 12, donc ça fait 0, fois 3x moins 4. Donc 0 fois ça, bah ça va complètement disparaître, donc ça je sais déjà, hein, ça va partir. Et au dénominateur, j'aurai 12 au carré. Super, bah du coup il me reste 3 fois 12 divisé par 12 fois 12. Évidemment, je fais disparaître en 12. Et du coup, il me reste 3 sur 12 qui devient 1 sur 4. Moi, je pense que le fait de devoir se rappeler précisément de la formule de dérivation que j'ai appliquée ici, c'est le plus grand risque au niveau des calculs dans lequel vous pouvez vous empêtrer. Et vous ne voulez pas prendre des risques inutiles. D'accord ? Petite remarque, quand vous passez à g dx, là, vous n'avez pas le choix. Parce que g dx, elle est égale à quasiment la même chose, c'est-à-dire 3x moins 4, divisé par contre par 12x moins 1.
Donc le numérateur il est pareil, 3x moins 4, mais le dénominateur cette fois-ci c'est 12x moins 1. Et là par contre, là vous n'avez pas le choix parce que dans 12x moins 1, vous ne pouvez pas faire des séparations qui vont vous aider en fait. 12x moins 1 maintenant c'est une fonction qui n'est pas constante du tout et du coup il va falloir la traiter comme telle. Et là vous n'avez vraiment pas le choix et vous allez du coup faire appliquer la formule que je viens d'appliquer avec la technique Amayas, si tu me le permets. Et donc là, par contre, là, je n'ai pas le choix. Je dois faire comme ça. Alors, si j'applique la technique ici, je fais donc la dérivée du numérateur, donc c'est 3, fois le dénominateur non dérivé, donc c'est 2x moins 1, moins la dérivée du dénominateur, donc c'est 12, fois 3x moins 4. Tout cela divisé par, évidemment, le carré du dénominateur original, donc 2x moins 1, le tout au carré. Ça se réécrit. Alors, ceux qui ne prennent pas de notes, c'est parce que vous l'avez fait parfaitement, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez me dire déjà le résultat final, parce que vous l'avez fait parfaitement. Non, vous pouvez pas me le dire? Oh, c'est marrant de dire non. Je attends aussi. Hein? Prenez des notes. Prenez des notes. Prenez des notes. Donc, j'ai effectué les multiplications ici. J'ai 3 fois 2x fois 3, et ensuite, pardon, plus 3 fois moins 1. Donc, 3 fois 12x, ça fait 36x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et là, j'ai moins 12 fois 3x, moins 12 fois moins 4. Alors, moins 12 fois 3x, ça fait moins 36x, ce qui est agréable parce que ça va me faire disparaître ce 36x avec ce moins 36x. Et ensuite, j'ai moins 12 fois moins 4. Alors ça fait plus 48. Et donc, le dénominateur, c'est toujours pareil, hein, 2x moins 1, le tout au carré. Et donc, je vais me retrouver à la fin avec 48 moins 3, ça fait 45, le tout divisé par 12x moins 1, le tout au carré. Et là, je m'arrête parce que je suis content ainsi. D'accord? Tac, tac, tac. Voilà. The end. Dernière fonction. Est-ce que quelqu'un a commencé à la faire ou pas? Non? Si? T'as essayé? Ok. La dernière fonction, je vous la fais juste pour rappel d'une propriété qu'on n'a pas vue depuis quelques temps. C'était h de x égale, là, je suis un peu par cœur là, c'était racine carrée de x et c'était 2, 4 moins 3, 2. Voilà, c'était ça. Parenthèse. Ok? Alors, ça c'est un produit entre deux fonctions, la première et la deuxième. Et donc, je vais le traiter comme tel. Je vais donc appliquer une formule de dérivation qui est la suivante. Quand vous avez le produit entre deux fonctions u et v, et que je veux les dériver, eh bien c'est simple, ça fait la dérivée de la première fois la deuxième non dérivée, plus la première non dérivée cette fois-ci, fois, excusez-moi, la deuxième dérivée cette fois-ci. Voilà. Donc, quand je vais dériver cette belle fonction h', ça va me faire... Alors, la dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, fois la deuxième fonction non dérivée, donc c'est 2x puissance 4 moins 3, x puissance 2. Tout cela plus... Là, je vais mettre du coup la deuxième fonction dérivée cette fois-ci, c'est-à-dire... Alors, 2x à la puissance 4, la dérivée c'est 8x à la puissance 3, moins 6x, parce que c'est la dérivée de moins 3x au carré. Mais je n'ai pas fini, hein, parce que là, il faut aussi que je multiplie fois la racine carrée de x. Ok? Donc, c'est tout ça. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, sachez que, oui, il y a des possibilités de réécrire ça de façon un peu plus simple. D'accord? Mais comme... ce n'est pas le but de la séance d'aujourd'hui. Là, c'était vraiment juste de vous rappeler des techniques de dérivation. Je vais m'arrêter là pour le moment. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, je pense que c'était facile finalement celle-là, non? Juste, il fallait se rappeler de la formule. Et c'était important. Si vous vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Juste, vous allez la chercher dans votre cahier et vous l'avez. Right? Lovely. Ok? On est bon? Je vous rappelle que je vous avais donné une instruction un peu particulière sur la façon dont il fallait le faire. Vous vous rappelez? Je vous avais écrit dans l'agenda qu'il fallait faire l'étude de fonction et céder
des questions. Mais voilà, si jamais vous avez eu des problèmes avec les questions, ne vous inquiétez pas. Le but final, le plus important, c'est vraiment juste de faire l'étude des fonctions. Ok? Donc voilà. Alors, c'est une belle fonction que vous avez ici. Regardez comment elle est jolie. C'est 2x fois la racine carrée de x plus 3. Et déjà, vous remarquerez que cette fonction, elle vous est donnée avec des petites z. D'accord? Parce qu'il est vrai, une étude de fonction, c'est quelque chose de relativement long et difficile. On en a vu la preuve hier. Mardi, pardon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai postée hier. Probablement pas parce que vous étiez en cours. Et bah du coup, c'était ce qui s'est passé mardi. Sauf que je rentre chez moi mardi et avec grand plaisir, je découvre que en fait l'ordinateur, il a crashé juste après la fin de notre cours. Vous vous rappelez quand vous êtes sorti? Et du coup, il a tout effacé. 2 heures de cours. Du coup, hier, je me suis posé chez moi et j'ai dû tout refaire. Vous vous rappelez quand je vous disais que le montage des vidéos, ça prend très longtemps? Du coup, refaire une vidéo, ça prend encore plus longtemps. Donc, si vous la regardez, il n'y aura pas de questions ou d'interventions. Et d'ailleurs, c'est une vidéo légèrement plus courte que d'habitude. Ça ne fait que 55 minutes. Mais il y a toutes les choses qu'on a dit en cours mardi. Juste, j'ai enregistré depuis chez moi. À un moment donné, il y a une ambulance qui passe. Voilà. OK? Pour la petite histoire. Jonathan, tu le verras comme ça, du coup. OK? Comme ça, tu remarqueras qu'il n'y a il y a pas beaucoup de participation ce jour-là. Et ce n'est pas bizarre. Ils ne sont pas tous morts. Hein. Juste, on était chez moi. Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On a cette fonction-là. Encore une fois, imaginons d'en faire l'étude des fonctions et après, on répondra aux questions, d'accord? Alors, je la recopie, c'est 2x, x plus 3. Je vais juste me faire un peu d'espace là, parce que sinon, c'est mort. Tac, tac. C'était, je crois que ça s'appelle f, je crois. C'est 2x fois la racine carrée de x plus 3, c'est ça? Super. Alors, cette belle fonction, elle est composée, elle aussi, du coup, on le voit déjà, hein, c'est le produit entre ces deux fonctions, d'accord? On peut la décomposer dans notre tête comme ça va nous aider pour la suite. Et la première chose que l'on remarque, c'est que la première étape de l'étude de fonctions, à chaque fois, c'est de déterminer l'ensemble de définition, le domaine de définition, on l'appelle aussi comme ça. Et ici, il nous le donnait déjà dans le texte de l'exercice, ce qui était une bonne économie de temps. Parce que du coup, il suffit de dire que cet ensemble-là, c'est moins 3, point virgule, plus l'infini. Si vous vous demandez pourquoi, c'est très simple de voir que 2x, c'est une fonction affine définie partout. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, il vient de ce argument en dessous de la racine carrée. En effet, je dois m'assurer que x plus 3, ce soit toujours supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est vrai si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 3. Alors, si vous traduisez x supérieur ou égal à moins 3 dans un intervalle, ça vous donne l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, je pense que maintenant, c'est plus clair. Mais encore une fois, comme c'était déjà donné, vous n'aviez pas à faire cette étude. Je vous le dis juste pour vous expliquer d'où ça sort, ce moins 3 plus infini. OK? Facile. Et en plus, vous gagnez une information supplémentaire. C'est le fait que si vous prenez f de 0, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Si vous prenez f de moins 3, f de moins 3, ça doit faire 0. Pourquoi? Parce qu'on a résolu que x plus 3 supérieur ou égal à 0, c'est vrai si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 3. Mais du coup, si je prends x égale à moins 3, du coup, ça va faire 2 fois moins 3 fois la racine carrée de moins 3 plus 3. Alors, la racine carrée de moins 3 plus 3, c'est la racine carrée de... Exactement. Et la racine carrée de 0, ça fait 0. Donc ça fait 0. Bon, c'est agréable, c'est bon à savoir. Ça servira tout à l'heure. Deuxième question, je vous le rappelle, c'est toujours de connaître l'étude, c'est de faire l'étude du signe de la fonction f de x, donc de résoudre cette inéquation. Alors cette inéquation-là est équivalente à résoudre 2x fois racine carrée de x plus 3, supérieur ou égal à 0. Et je vous le rappelle, ça c'est encore une fois un produit entre deux facteurs. Donc, si je veux étudier son signe, ce que je vais faire, c'est de résoudre deux inéquations, non pas une. La première, c'est quand est-ce que 2x est supérieur ou égal à 0. Et la deuxième, c'est quand est-ce que la racine carrée de x plus 3 est supérieure ou égale à 0. Alors, pour la première, c'est très simple. J'ai écrit si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Comment je l'ai obtenu? Tout simplement, je me suis dit que si je divise par 2 à gauche et à droite, je vais obtenir x supérieur ou égal à 0 divisé par 2. Mais 0 divisé par 2, c'est exactement la même chose que 0. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la solution.
Ça veut donc dire que la fonction de x, elle est positive dès que x est positif. Par contre, pour la racine carrée de x plus 3, je suis encore plus chanceux parce que je sais que or, dans df, la racine carrée de x plus 3 est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à df. D'accord? Pourquoi? C'est parce que je connais très bien la racine carrée et je sais que la racine carrée de x, elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x supérieur ou égal à 0. Alors, comme si x est dans le domaine de f, l'argument x plus 3, il est supérieur ou égal à 0, et bien du coup, la racine carrée de x plus 3, elle doit être supérieure ou égale à 0 aussi. La petite morale à retenir, c'est que les racines carrées, elles sont tout le temps positives. Dès qu'elles sont bien définies, elles sont tout le temps positives. Ça, on l'avait aussi déjà dit hier. Hein. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que c'était surprenant. On l'avait vu hier. On avait résolu un exemple avec ça, blablabla. Mardi. Oui, pardon, excuse-moi. Quand je dis hier, en fait, je dis le cours précédent. Voilà. Maintenant, il est temps de mettre tout ça dans un tableau des signes, hein, parce qu'on aime les tableaux des signes. On aime les signes, on aime les tableaux des signes. C'est très joli tout ça. Je fais un tableau. Je sais que la fonction elle est définie de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça que je trace pour commencer. Je sais en plus que la seule valeur où il y aura un changement de signe, c'est 0. Donc, je me le mets ici. Et je sais que c'est 2x qui change de signe en 0. Et que donc, avant, c'est négatif et après, c'est positif. Comment je le sais? Eh bien, je le sais parce que ici, c'est marqué que 2x est supérieur ou égal à 0. Donc, 2x est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Et là, ce qui est marqué ici, c'est que 2x, il est positif si et seulement si la valeur de x, elle est comprise entre 0 et plus l'infini, donc dans cet intervalle-là. Est-ce que c'est clair, ça? J'ai juste traduit dans un tableau ce qui a été écrit avec mon encre juste avant. Il n'y a rien de plus. Et après, je rajoute un étage, c'est l'étage racine carrée de x plus 3. Eh bien, on vient de le dire, hein, la racine carrée de quelque chose, elle est toujours positive. Donc là, je mets un plus, là, je mets un plus, et je suis un nombre comblé. Il n'y a plus rien à rajouter. Last but not least, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dernière chose, mais pas la moins importante. On fait le produit des signes, et j'obtiens donc le signe de la fonction f de x. Alors, f de x, du coup, ça va être le signe de moins fois plus ici, donc ça fait moins. Et là, ça fait plus fois plus, donc ça fait plus. Et au milieu, du coup, il y a ce 0. Ça veut donc dire que la fonction, elle va être négative entre moins 3 et 0, et positive entre 0 et plus l'infini. D'accord? J'en déduis aussi un petit truc. Hein. Comme c'est marqué ici, bah, regardez. Là où x est égal à 0, quelle est la valeur de f de x? Exactement. F de 0, ça fait effectivement 0. D'accord? C'est ce qui est marqué dans le tableau des signes. Mais il est très simple à calculer aussi, évidemment. Hein. F de 0, c'est très évidemment 2 fois 0 fois la racine carrée de 0 plus 3. Mais clairement, comme il y a un 0 dans le produit, bah ça fait 0. Inévitablement. Ok. Je pense que on a tout dit sur le signe de la fonction. Vous l'avez encore affiché pendant quelques secondes. Et ensuite, on passe du coup à l'étape numéro... Je pense qu'on est arrivé à l'étape 3, c'est ça? C'est-à-dire dérivée. Étape 3, dérivation. Et là, c'est f' de x que je dois calculer. Donc, c'est la dérivée de 2x fois la racine carrée de x plus 3. C'est le moment d'appliquer la règle que je vous ai rappelée avec le dernier exercice de l'échauffement. Coïncidence? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez deux belles fonctions. La première, c'est 2x. La deuxième, c'est la racine carrée de x plus 3. Et donc, je dois dériver l'une et l'autre, mais pas en même temps. Oui? On a un racine carrée comme ça avec un x plus 3. Oui. On ne le voit plus. Quand il y a une autre fonction à côté, on ne voit plus comme une fonction composée. C'est une fonction composée. Absolument. Mais je vais y arriver dans un instant. D'abord, je vois le cadre plus général, c'est-à-dire que c'est un produit. Et après, je vais m'occuper de chacun des deux facteurs, tu vois. Parce que du coup, le premier facteur, 2x, ça se dérive méga facilement. C'est juste 2. Et à côté, je vais marquer la même fonction que tout à l'heure, donc racine carrée de x plus 3.
Puis je vais marquer plus. Maintenant, je vais marquer la première fonction non dérivée, donc c'est 2x fois. Et là, c'est ici qu'il y a les problèmes, parce que du coup, ça, c'est la dérivée de la racine carrée de x plus 3. Et ça, c'est une dérivée de fonction composée. Mais alors, ce que je fais, c'est que je prends ça, et je vais me la faire à côté, séparément, et après, je vais la réinjecter dedans. D'accord? Donc, je prends le temps et l'espace de faire la dérivée de la racine carrée de x plus 3. Et ici, comme toi, tu as bien remarqué, je me rends compte que ça, c'est une fonction composée. C'est donc la racine carrée de x plus 3. Et donc, je vais me rappeler que si je prends u de x égale à la racine carrée de x, alors u' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Je me rappelle que si je prends v de x égale à x plus 3, alors v' de x est égal à 1. Et donc, maintenant, avec ces 4 infos, je vais tout remettre ensemble avec la formule. La formule était, je vous le rappelle, si vous dérivez u de v de x, la dérivée est égale à u' de v de x fois v' de x. Et donc, quand vous écrivez ça, ça vous donne u', autrement dit 1 sur 2, racine 2, alors non pas de x, mais de v de x. V de x, c'est x plus 3. Tout cela multiplié fois 1. Alors, c'est agréable parce que multiplier fois 1, ça va rien changer, donc je peux juste l'oublier en fait. Ça veut dire que la dérivée, c'est juste ce gros morceau Foucha. Et ce gros morceau Foucha, je vais donc le reprendre et le remplacer là où j'en avais le plus besoin, donc juste là où il y a le morceau vert. Je vais donc écrire ici une égalité, et là ça va faire du coup 2 racines carrées de x plus 3 plus 2x fois 1 sur racine carrée de x plus 3. Voilà, ça c'est votre dérivée. Alors, juste un instant. Déjà, soyons tous d'accord que ça c'est la dérivée. Maintenant, je vais vous la réécrire. Je vais la maquiller de façon à que ce soit agréable. Et là, je pense que vous allez comprendre pour quelle raison je dois maquiller. Dans un instant. Oui? Au dénominateur, c'est pas 2 racine de x plus 3. Oui, merci beaucoup. Je vais copier trop vite. Merci. D'autres remarques? C'est bon? Bon. Ça, c'était l'étape de la dérivation. Mais moi, je dois vous rappeler que juste après la dérivation, il se trouve l'étape que je pense c'est peut-être la plus compliquée, ou sûrement celle la plus importante. C'est quelle étape? C'est le moment où on fait f' de x supérieur ou égal à 0. Et pour faire f' de x supérieur ou égal à 0, je veux travailler avec l'expression de f' de x la plus simple possible. Alors, si je résous cette inéquation comme ça voudrait dire que je devrais résoudre 2 racines carrées de x plus 3 plus 2x fois 1 sur 2 racines carrées de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Voilà, j'ai bien copié. Et si vous avez cette inéquation devant vous, je vous comprends si vous avez peur. Parce qu'elle est méchante, elle est plutôt moche, et on ne comprend pas trop comment on devrait s'y prendre. C'est pour ça que, comme Elohim le suggérait, c'est le moment de faire l'étape maquillage. D'accord? Quand je dis l'étape de maquillage, c'est juste que je vais maintenant essayer de simplifier cette expression pour la rendre la plus facile possible à étudier. Alors, pour la rendre plus lisible, plus facile à étudier, je vais faire 2 choses. La première chose, c'est que comme quelqu'un l'a suggéré tout à l'heure, je vais déjà faire ce produit, c'est-à-dire ce produit-là. Et donc, je vais écrire que ça, c'est la même chose que 2 racines carrées de x plus 3. Ça bouge pas. Plus, alors, le 2 qui est ici, ce 2, comme il est divisé par ce 2, ils peuvent disparaître déjà. Et donc là, je suis avec x qui passe au numérateur, divisé par la racine carrée de x plus 3. Je commence à voir que maintenant, voilà, c'est une somme, maintenant, d'un truc qui n'est pas une fraction, plus un truc qui est une fraction. Mais moi, je sais quelque chose d'important, vous voyez bien? Je sais, supérieur ou égal à 0. Moi, je sais un truc. Je sais que je ne peux pas donner le signe de une somme
c'est-à-dire résoudre une équation quand est-ce que cette somme elle est supérieure ou égale à 0. Mais je sais que si j'arrivais à me réécrire la partie verte comme une seule grosse fraction, et ben là, je pourrais étudier son signe, parce que je sais que dans les fractions, pour étudier le signe, je dois juste étudier le numérateur et le dénominateur séparément, faire le produit des signes, et ben j'aurais résolu après mon problème. Je vous le répète ou c'est clair la logique? Je suis en train en fait d'étaler devant vous mon plan stratégique d'action. Le plan ici, c'est que comme je ne peux pas résoudre cette inéquation de façon simple à cette étape-là, il faut une étape de simplification dans laquelle je vais tout mettre dans une seule grosse fraction. Et une fois que j'ai une fraction, ma vie va être meilleure parce que je vais pouvoir étudier séparément le numérateur et le dénominateur. Vous voyez, c'est vraiment une stratégie. Et il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand je vais faire la fraction, je vais obtenir une simplification d'une racine carrée. Et ça n'a pas de prix. Et pourquoi je peux dire que ça c'était visible dès le départ? Eh bien parce que, regardez, là vous avez cette racine carrée, donc c'est la racine carrée de x plus 3, et juste à côté, vous avez la même. Alors ce serait bien de les faire interagir ces deux-là, et de pouvoir gagner un truc qui n'est pas sous racine carrée. Et comment je fais pour les faire interagir? Je fais le dénominateur commun. Alors comme le terme à gauche, il n'a pas de dénominateur, ça veut dire que son dénominateur là, il est égal à 1. Et donc, j'écris comme dénominateur commun la racine carrée de x plus 3. Et donc, ça veut dire que cette racine carrée là, la première, je dois la multiplier fois la racine carrée de x plus 3. Et par contre, x, je ne le multiplie absolument fois rien. Et pourquoi ça c'est un avantage? Parce que vous savez ce que ça veut dire racine carrée de quelque chose. Vous savez que quand je fais racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Parce que la racine carrée multipliée une autre fois elle-même, du coup, ça fait partir la racine carrée. Et donc, ici, je me retrouve avec tout simplement 2, parce que 2, il n'a pas bougé, fois x plus 3. Et ça fait du bien de le voir, n'est-ce pas? Parce que maintenant, au numérateur, je n'ai plus de racines et je suis un nombre comblé. Je suis très content parce que travailler avec les racines, franchement, c'est dur. Travailler sans racines, franchement, c'est mieux. Et donc là, je vais écrire que ça, c'est si et seulement si je fais le produit maintenant. 2x plus 6 plus x divisé par la racine carrée de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Super. Je pense que la résolution de 2x plus 6 plus x, ce n'est pas trop dur. Ça fait 3x plus 6 divisé par la racine carrée de x plus 3. Regardez, moi, comment c'est joli ça. Regardez, ça, c'est 1000 fois mieux que l'expression que j'avais tout à l'heure pour la même dérivée. N'est-ce pas? C'est plus agréable, celui-là. Vous avez qu'au numérateur, en fait, il y a juste une fonction affine. Et nous, les fonctions affines, on les trouve vraiment magnifiques. Maintenant, je n'oublie pas que je voulais quand même résoudre une inéquation à la base, et donc je vais traiter séparément le numérateur et le dénominateur. Alors, pour le numérateur, c'est simple. 3x plus 6 supérieur ou égal à 0, si et seulement si 3x est supérieur ou égal à moins 6, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 6 sur 3, si et seulement si x est supérieur ou égal à... Non, moins 2. 6 divisé par 3, ça fait 2, hein. Et ensuite, je sais que la racine carrée de x plus 3, ça c'est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à df. Je l'avais déjà affirmé et ça n'a pas changé depuis. Donc ça c'est tout le temps positif. Ça veut dire que je peux tout joindre dans un tableau des signes. Et le tableau des signes, je vais le tracer tout de suite. Je vais le faire assez grand parce qu'après, il doit aussi me donner les variations de la fonction f. Je vous rappelle que la fonction, elle est définie de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Excusez-moi. Donc, j'ai trouvé une valeur particulièrement importante, c'est la valeur moins 2. Je vais donc dire que ça, c'est le numérateur de la dérivée, 3x plus 6. Lui, il est positif, vous le lisez ici, hein. Lui, il est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, il est positif ici et négatif par là, et 0 ici. Et ensuite, vous avez que le dénominateur x plus 3, il est lui tout le temps positif.
J'en déduis que la fonction dérivée f', elle est d'abord négative, ensuite positive, et donc je peux en déduire les variations de f. Alors les variations de f, ça va être du coup, alors décroissante de moins 3 jusqu'à moins 2, et croissante de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Ok. Oui. On peut mettre on écrit -2 en fait. Ici? Non. Tu vas écrire l'image de moins 2. Donc je calcule f de moins 2. Attention, hein, f de moins 2 et pas f' de moins 2. Alors, f de moins 2, du coup, ça va faire 2 fois moins 2 fois la racine carrée de moins 2 plus 3. C'est un calcul plutôt simple. Hein. Ça fait moins 4 fois la racine carrée de moins 2 plus 3, donc c'est la racine carrée de 1. Et la racine carrée, pardon, je l'ai mal écrit, la racine carrée de 1, c'est 1, donc ça fait moins 4. Donc là, je vais mettre moins 4. Je vous rappelle que ce moins 4, il est tout à fait en accord avec la chose que j'avais découvert dans le tableau des signes. Vous vous rappelez le tableau des signes? Le tableau des signes, il m'avait dit que la fonction était négative entre moins 3 et 0. Et moins 4, il est bien négatif. Donc, vous voyez, c'est une valeur qui est en accord avec ce que je savais déjà, en fait. Et quand je trouve une confirmation de ce que je savais déjà, bah, je suis content, hein. Clairement. OK? Par contre, dans ce tableau des variations, qu'est-ce qu'il manque? Il manque, alors l'image de moins 3, hein. Effectivement, il manque l'image de moins 3, et il manque aussi, donc ce n'est pas l'image du coup, mais c'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini, effectivement. Alors l'image de moins 3, je vais vous rappeler qu'est-ce que je vous avais dit à un moment donné, au tout début de l'exercice. Elle est juste là. Donc ça fait 0. Donc, tac, je récopie. Je vais la recaser dans le tableau. Juste là. Excusez-moi si j'ai un peu bougé. Donc là, c'est 0. Oups, pardon, excusez-moi. Je fais un... Voilà. Donc, c'est décroissant. Et donc, c'est logique, encore une fois, c'est une valeur cohérente. Je passe de 0 à moins 4. Donc, clairement, je serai négatif à cet endroit-là. Et ensuite, je vais remonter. Et donc, il me reste en fait une seule étape pour... avant de passer, du coup, à tracer le graphique. Et cette étape, c'est le calcul d'une seule limite. Et heureusement, c'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la fonction 2x fois racine carrée de x plus 3. Déjà, essayons d'avoir une intuition de vers où ça va tendre. Plusieurs personnes me donnent la bonne réponse. Ça va effectivement tendre vers plus l'infini, mais il faut le justifier. Et ici, pour le justifier, je vais avoir besoin d'écrire les choses suivantes. Je vais écrire que ça, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 2x fois la limite pour x qui tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 3. Pourquoi j'ai dû faire ça? Parce que 2x, c'est une fonction affine dont je peux très facilement calculer la limite sans faire recours à des théorèmes particuliers. Mais malheureusement, racine carrée de x plus 3 est une fonction composée. Or, les fonctions composées, il faut en calculer les limites en utilisant le théorème de composition des limites. Et donc, je vais devoir faire une petite parenthèse. Je vais en fait devoir prendre ce morceau-là et faire une petite parenthèse ici et dire que je sais que, première chose, la limite pour x qui tend vers plus infini de x plus 3, fonction affine, est égale à plus l'infini. Je récupère ce plus l'infini et je me le mets là, dans ma deuxième limite, qui me dit que la limite pour x qui tend vers plus l'infini, encore une fois, c'est le même que la partie jaune, de la racine de x, maintenant, et bien ça fait, encore une fois, plus l'infini. Propriété de la fonction racine carrée. Donc, vous pouvez conclure que, donc, par le théorème de composition des limites, et la conclusion, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la racine carrée de x plus 3 est égale à plus l'infini. Une fois que vous avez fait cette grosse parenthèse,
eh bien, votre limite devient très simple parce que du coup, c'est une expression plus l'infini fois plus l'infini. Et donc là, vous dites plus l'infini. Ce qui est la bonne réponse à la fin, comme vous l'aviez anticipé. Je vous laisse faire copier. Et du coup, je vais pouvoir compléter mon agréable tableau des variations, là où il y avait encore l'espace jaune. Donc là, je vais enlever le jaune et mettre un plus l'infini. Ensuite, je vais récupérer ce petit tableau. Juste cette partie-là. Pas comme ça. Tu veux pas me le recopier? Ah. Et je vais me le porter... Excusez-moi. Bon, je vais me le laisser ici. Hein. Et je vais me faire un repère pour tracer ma fonction en fin. Voilà. Alors, je sais que la fonction elle est définie de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Donc, je vais déjà me limiter à cet intervalle-là. Je mettrai ici la valeur moins 3. Et je sais qu'avant cette ligne, donc, elle ne va pas du tout exister. D'accord? Elle existe seulement à partir de moins 3. Je sais qu'elle est décroissante de 0 jusqu'à... Je vais la tracer en vert, ok? Donc, en moins 3, elle vaut 0. Et elle est décroissante jusqu'à moins 4. Alors, je sais que moins 4, du coup, il sera ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est son point de minimum. On le voit clairement, c'est l'endroit le plus négatif où elle peut passer. D'accord? Et qu'est-ce que je savais d'autre? Vous vous rappelez, qu'est-ce que j'avais découvert dans l'étude du signe? Ah, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Ici, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de réécrire. Ça, c'est x, ça, c'est moins 3, mais ça, c'est moins 2, hein, c'est pas 0. Voilà, ça, c'est plus infini. Donc, la valeur moins 4, elle n'est pas attente en 0, hein, elle est attente ici en moins 2. Voilà, excusez-moi. Je m'étais... comme j'avais coupé cette partie-là, j'avais oublié. C'est à partir de 0 qu'elle est positive, la fonction. Voilà. Donc, à partir de 0, elle passe par 0, et ensuite, elle va tendre vers l'infini. Donc, si je vais relier toutes ces belles informations-là, ça devrait me donner un truc comme ça. Ok? Ok. Donc, ça, c'est la fonction. Je ne sais pas si c'est très précis ou pas, mais voilà, ça devrait plus ou moins se comporter ainsi. Une chose que je voudrais vous dire, du coup, maintenant, c'est, allons regarder les questions de l'exercice et vous allez voir, maintenant qu'on a tout fait, on va pouvoir quasiment répondre à toutes les questions. Alors, l'exercice, c'était... Pardon, voilà. Alors, c'était déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. On l'a fait, ça fait plus l'infini. Calculer f' de x pour tout réel x de moins 3 plus l'infini. On l'a calculé. Construire le tableau des variations de la fonction f, on l'a fait. Donc, en fait, quelle est la morale? La morale, c'est que si vous faites une étude de fonction, vous allez en fait accumuler le plus d'informations possible sur votre fonction. Et ensuite, en général, répondre aux questions, ça va être simple. Cependant, je comprends si vous n'avez pas fait l'étude de fonction et vous avez juste répondu aux questions. Hein. Voilà. Je vous avais dit qu'il fallait faire l'étude de fonction, mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Parce que, en fait, vous remarquerez que si vous arrivez à faire le tableau des variations de la fonction f à la fin, en gros, vous avez fait toutes les étapes précédentes, sauf le fait de tracer à la fin la fonction et le fait d'étudier son signe, qui n'ont pas été exactement les étapes les plus difficiles. Clairement, les étapes les plus difficiles, c'était le calcul de cette limite pour x qui tend vers plus l'infini et le calcul de f' avec la réécriture comme une fraction. Une dernière chose, je voulais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais on trace cette fonction. Et encore une fois, ça, vous le faites à la fin, pas au début. Maintenant que vous savez faire l'étude des fonctions, vous n'avez plus besoin de la calculatrice en vrai. Mais bon, ça peut toujours nous confirmer qu'on a bien fait nos calculs. Donc, c'était 2x fois la racine carrée de parenthèse, du coup. Sinon, ça ne va pas prendre en compte le 3. X plus 3, je fais la parenthèse, exe et draw.
Regardez là un peu. Alors, si on voit comme ça, on va pas trop bien comprendre. On va dézoomer un peu. Je fais zoom out, centré. Regardez là. Ok, vous l'avez en tête. Qu'est-ce que j'avais tracé? D'accord? C'est pour ça que je vous dis, le mathématicien, c'est la même chose qu'un enquêteur derrière un meurtre. Il faut reconstruire ce qui s'est passé. Et vous avez tous les instruments maintenant pour y arriver. D'accord? Vous êtes des détectives. Avec ces instruments d'étude indirecte de la fonction, vous pouvez tout savoir sur elle. Tout savoir. Qui était, qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie. Ici, clairement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, cette partie du cours, c'est une... Alors, techniquement, c'est une révision de première. Pratiquement, je suis sûr à 95% que vous ne voyez pas exactement de quoi je veux parler. Donc, prenez-le comme du cours. D'accord? C'est un peu la raison pour laquelle ce chapitre-là existe. Ce n'est pas pour vous faire des choses nouvelles, c'est pour vous faire rappeler des choses importantes de l'année dernière qu'on va utiliser maintenant tout le temps, en fait. Ok? En fait, vous avez toutes les choses de l'étude des fonctions, à part la dérivée des fonctions composées qu'on a vu cette année. Ce sont des choses que vous aurez pu faire l'année dernière. C'était résoudre des inéquations, faire des calculs comme ça un peu. Le domaine de définition, vous l'avez fait en seconde, donc voilà. Il n'y a rien de nouveau en fait. Par contre, j'aimerais vous rappeler pourquoi la dérivée, ça marche. Il y a une étape en fait cruciale dans l'étude d'une fonction, c'est le moment où vous calculez la dérivée et vous faites la résolution de quoi? De l'étude du signe de la dérivée. Pourquoi l'étude du signe de la dérivée vous donne les variations de la fonction? Ça, je pense que c'est la question de l'année. Pas de cette année, de l'année dernière. Mais bon, on sait tous comment c'était l'année dernière, donc je vous l'accorde, c'est la question aussi de cette année. Pourquoi la dérivée, ça nous donne, non pas elle, hein, mais son signe nous donne les variations de la fonction. Et là, ça devrait vous faire réfléchir à la question, et en fait, c'est quoi la dérivée? Qui s'en souvient? Oui. C'est quoi une dérivée? Oui. La pente de la tangente. Oui, exactement. Tu peux le répéter juste pour tout le monde? C'est la pente de la tangente. La pente de la tangente. Alors, c'est exprimé en français et c'est la meilleure façon de le dire, c'est vrai. Alors après, c'est un poil plus compliqué que ça. Ok? Il y a un truc que vous savez, et je vous le rappelle juste ici. Vous l'écrivez juste très rapidement. Il y a un truc que vous avez vu il y a très longtemps. C'est pas très longtemps, c'est en seconde. Hein. Pardon, je ne dois pas effacer ça. Donc ça, vous le notez dans la partie cours. Hein. C'est des rappels. Hein. Vous savez, vous vous rappelez en seconde, vous avez étudié les droites, c'était super mignon, super joli, n'est-ce pas? Eh bien, vous devriez vous rappeler du fait que un jour, on vous a dit, vous vous rappelez la droite, c'est toujours y égale mx plus p. Vous vous rappelez de ça? Et vous vous rappelez que m, ça s'appelle le coefficient directeur. Et ça vous donne quoi en fait? Ça vous donne... Ça c'est la pente de la droite. Ok? Et en fait, on vous avait donné une méthode de calculer la pente d'une droite étant donné 2 points. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Imaginez d'avoir 2 points. Par exemple, un point ici A et un point B juste ici. Imaginons que lui, il a comme coordonnées XA, YA. Lui, il a comme coordonnées XB, YB. Eh bien, imaginez de vouloir calculer du coup la pente de la droite que vous pourriez tracer entre ces 2 points. D'accord? Attention, hein, pas l'équation de la droite, juste le coefficient directeur. Eh bien, comment vous faites pour le coefficient directeur? Eh bien, il y a une belle formule qui vous dit que si vous voulez m, eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est YB moins YA sur XB sur XA. Eh bien, bravo, c'est effectivement cela. Ok? Alors,
Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en seconde et que Elohim a bien appris par cœur. Bravo. Parce que je veux bien regarder les vidéos que vous avez mis pendant les vacances. Oh, mais ça il n'y était pas, hein. Si. Attends, moi j'ai parlé des équations de droite, mais c'était dans mes vidéos de l'année dernière. Non, j'en ai parlé. Bon, bref, tant mieux. Ça, c'est donc le coefficient directeur. Donc ça, c'est l'équation d'une droite que je peux tracer entre deux points, et en particulier, c'est son coefficient directeur. Ça me donne donc la pente. Alors, aujourd'hui, la chose qui nous intéresse, en vrai de vrai, c'est de faire des études de fonctions. Et du coup, ce qu'on peut faire avec exactement la même technique, c'est de se dire, bah ok, regardez, je fais la même chose, hein. Je reprends les deux mêmes points, toujours le même point A, et toujours le même point B, qui s'est trouvé à 5, 3. 5, 3, ici. Même chose, hein. Sauf que maintenant, je vais me dire, imaginons qu'il y a une belle fonction qui passe par ces deux points-là, d'accord? C'est une fonction. Moi, j'ai le droit de faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire de me dire, ok, je peux toujours considérer en fait cette droite-là. Alors, cette droite-là, maintenant, aurait comme signification géométrique d'être la droite sécante. Vous savez, sécante, ça veut dire qui coupe. Exactement. Ok? Et si je devais réécrire le coefficient directeur, eh bien maintenant, je pourrais me dire, alors comme je suis en train de regarder A et B comme deux points qui appartiennent à une fonction, je vous rappelle que le point A, du coup, il aura comme coordonnée XA, F de XA, n'est-ce pas? À la place de l'appeler XB, bah c'est ça en fait. Et B, il aura comme coordonnée XB, point virgule, F de XB. Ça veut dire que si je m'amuse à réécrire le coefficient directeur avec ces nouvelles valeurs pour les coordonnées, bah du coup ça va donner F de XB moins F de XA, pardon, divisé par XB moins XA. Alors, cette expression-là, ça porte un nom. Ça s'appelle le taux d'accroissement. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière. Ça, c'est le taux d'accroissement. Vous savez ce que c'est un cadenas? Vous en avez? Le cadenas, vous savez, pour bloquer un truc. Vous savez ce que c'est, hein? Vous me confirmez bien que si je vous dis cadenas, vous voyez ce que c'est. Ok, super. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de cadener. Non, ça n'existe pas, ça, je sais. Mais de mettre un cadenas. Oui, de mettre un cadenas sur le point A. Autrement dit, je vais le fixer, il ne peut plus bouger. D'accord? Je l'ai fixé, j'ai pris un clou et j'ai mis un gros coup. Ou si vous préférez, moi j'aime bien l'image du cadenas, c'est bloqué. Bah, du coup, ça veut dire que je peux bouger seulement le point B. Pourquoi pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe si géométriquement, je fais bouger le point B? Imaginons de le faire rapprocher au point A. Si, imaginez de le mettre ici, d'accord? Excusez-moi, je vous le fais d'une autre couleur pour le distinguer, ok? Je le mets ici, d'accord? C'est une autre nuance de bleu. Bah, du coup, la séquente que j'irai tracer, ce serait celle-là. Excusez-moi, c'est pas droit. Ok? Si je le rapproche encore un peu, vous voyez, hein? Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire bouge un peu XB, rapproche-toi de XA. Vous voyez? XB, il est en train de s'approcher de XA. Si je le mets ici, ça va me donner cette autre séquente-là. Si je le rapproche encore, je le mets ici, bah, ça va me donner cette autre séquente-là. D'accord? Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe quand je vais tellement rapprocher le point B au point A? Encore une fois, hein, ça ce sont tous les points B intermédiaires, hein, entre la position fixe que j'avais établie au début, de B, le point B noir, et là je suis en train de rapprocher le point B petit à petit. Vous voyez, il descend, il descend, il descend. Qu'est-ce qui se passe quand le point A et le point B, ils vont tendre l'un sur l'autre? La distance, exactement, mais qu'est-ce qui va se passer sur la droite? La droite, elle va devenir quoi en fait?
effectivement, c'est que ça. Et je vais vous le montrer dans un exemple que j'ai tracé avec le logiciel GeoGebra parce que moi, je suis quand même plutôt bon en dessin. Oui, je sais, je me la pète un peu. Mais GeoGebra, c'est mieux. Donc, là, je vous affiche une belle fonction que j'ai choisie parce que on voit bien ici. Et ensuite, je vais vous afficher, regardez ça. J'espère que vous arrivez à lire ou c'est trop petit. Là où c'est marqué P2.Y. En fait, la chose qui est marquée, vous voyez, c'est F2 truc moins F2 truc divisé par 0,89. Eh bien, ça, c'est exactement le taux d'accroissement. D'accord? Donc, en fait, je suis en train de dessiner la droite séquente. Et vous la voyez là, la droite, elle est clairement séquente. Et mon point A, ici, c'est le point en bas. Exactement comme dans mon dessin. Et donc, ce que je vais faire maintenant, ça va être de bouger l'autre point. Est-ce qu'on est tous d'accord? Regardez ce qui se passe. Là, je suis en train de les faire approcher, vous voyez? Et la droite, elle est toujours séquente. Mais à un moment donné, il va se passer que ça devient tellement proche. Regardez. Là, c'est devenu tellement proche que la droite séquente, elle n'est plus séquente. Elle est devenue la droite tangente. Ça a eu lieu grâce au fait que j'ai fait tellement rapprocher les deux points qu'elles sont quasiment devenues qu'un seul point. Et quand ça devient un seul point, bah, du coup, la droite, à la place d'être séquente, donc de passer par deux points, eh bien, elle devient tangente. Parce que là, une droite tangente, en fait, c'est une droite qui passe par un seul point. D'accord? En touchant légèrement une courbe. OK? Voilà. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, la valeur de ce taux d'accroissement pour les deux points qui deviennent quasi coïncidents, encore une fois, c'est toujours à une limite que je fais, ça s'appelle, donc attention, hein, je le répète, c'est le coefficient directeur de cette droite tangente. Ça, c'est le nombre dérivé. Vous l'avez vu, le nombre dérivé. Vous vous rappelez, c'est f' calculé dans un point, le nombre dérivé. OK? Et moi, ce que je peux faire, une fois que j'ai trouvé le nombre dérivé, bah, c'est que je peux calculer le nombre dérivé partout. C'est-à-dire, avec une dérivée, en fait, vous calculez le nombre dérivé de n'importe quel point de votre fonction. Autrement dit, vous pouvez vous mettre dans une situation dans laquelle, pour tout point de ma fonction, je peux trouver quelle est sa tangente. Et c'est ce que je suis en train de vous afficher en ce moment. Cette jolie animation d'une droite, vous le voyez clairement, qui petit à petit, elle ne fait que juste parcourir ma fonction en la caressant, parce que du coup c'est la tangente, d'accord? Donc elle va pour n'importe quel point de ma fonction, vous le voyez je pense, vous voyez? Pour n'importe quel point de cette fonction, la tangente c'est obtenu du coup avec le nombre dérivé sur le point où la tangente m'intéresse. Vous voyez ici comment elle passe juste à côté. Là, qu'est-ce qui se passe en fait? Regardez un peu cette équation de droite. Regardez juste la droite. Hein. Imaginez de oublier un instant la fonction. Maintenant. Pardon. Ok? Comment elle est la droite là? Du point de vue des variations. Croissante. 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 Ah. Constante. Et ensuite croissante à nouveau. Ah, c'est marrant. C'est pile poil comme la fonction qui était derrière, regardez. Si je rebouge, regardez maintenant la fonction et sa tangente. Hein. Croissante, 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 croissante. Constant. Et ensuite décroissante. Décroissante, 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 comme la fonction. Et ensuite à nouveau, petit moment où c'est constant, et ensuite ça revient à être croissante. Et pensez-y un instant, vous me l'avez dit tout à l'heure, hein, le coefficient directeur d'une droite, c'est la pente. D'accord? Donc, la pente, elle est du coup croissante quand ce coefficient directeur, il est positif. Donc, le signe de la dérivée, en fait, c'est le signe du coefficient directeur
de la droite tangente. Et donc, quand le signe il est positif, alors la fonction derrière, elle est croissante. Comme ici. Vous voyez ici. Ici, je suis en train de traiter avec une fonction qui est croissante. Sa tangente, elle est croissante aussi. Son coefficient directeur à la tangente, son coefficient directeur à elle, il est positif. Mais quand je commence à bouger vers le point de changement des variations, donc le point où la fonction change, et elle passe d'être croissante à décroissante, bah, regardez, là elle devient 0. Du coup, je vous rappelle qu'une droite constante est la coefficient directeur égal à 0. Et ensuite, il devient le coefficient directeur négatif. Négatif pendant quelques temps, et puis à nouveau 0, et ensuite à nouveau positif, parce que la fonction elle est redevenue croissante. Et donc, sa tangente me donne cette information-là. Ok? Ça vous plaît cette animation? Quand même, c'est mignon. Est-ce que vous avez des questions? Je vois Jonathan avec un regard interrogatif. M, enfin, le coefficient directeur, c'est à gauche dans la région. Alors, A, c'est l'endroit où je me trouve. D'accord? C'est pour ça que c'est lui que je fais bouger. Le coefficient directeur, en fait, il est caché dans ces calculs-là. Ici, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est une fonction que j'ai cachée. C'est la fonction g de x. Eh bien, g de x, c'est la dérivée de f de x. Donc, dans les calculs que j'ai marqués ici, vous voyez où c'est marqué v de x. V de x, c'est la droite que je vous affiche là. Vous voyez? C'est la droite tangente. Et dans v de x, regardez ce qui est marqué. C'est marqué g de a. Donc, ça, c'est la dérivée calculée dans le point a, multipliée fois x moins a, plus f de a. Et si vous vous en souvenez bien, ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est l'expression de la droite tangente à un point. Et ça fait encore partie de votre cours de première. Et je vous le rappelle tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est le taux d'accroissement. L'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, le nombre dérivé, ce qu'on appelle le nombre dérivé de f dans le point A de coordonnées A, point virgule, f de A, il se calcule comme la limite pour x qui tend vers A de f de x moins f de A divisé par x moins A. C'est donc le taux d'accroissement de tout à l'heure. Évidemment avec une limite pour le faire tendre vers le point que j'ai fixé, le point cadenas. Encore une fois, pour que ce soit clair, ça c'est le point cadenas ici. Ok, j'ai fixé ce point-là, le point de coordonnées A, F de A, et je suis en train de calculer son nombre dérivé. D'accord? Donc ça, c'est un rappel de vieille définition. Maintenant que je me suis rappelé de ça, ce nombre dérivé, comment je l'ai défini? On l'appelle, lui, f' de A. Et grâce à cette définition, vous pouvez définir également qu'est-ce que la dérivée de f dans tous les points. Et une fois que vous avez cette définition-là des dérivées, du coup, vous pouvez dire la chose suivante. Je ne vous rappelle pas ici la définition de dérivée parce que sinon, on va terminer notre temps. Mais je vous rappelle la chose importante à retenir du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est l'équation de la droite tangente à la courbe représentative de f, 1, son point de coordonnées A, f de A. Alors, cette équation-là, eh bien, elle est y égale f' de A multiplié fois x moins A plus, pas f', juste f de A. Et cette belle formule ici, elle est d'une importance cruciale. Ça va nous être très utile encore une fois cette année. D'accord? Donc maintenant, on va faire deux exercices qui mélangent
ce que vous avez étudié cette année sur la dérivée de fonctions composées, parce que je sais que celle-là, elle est encore un peu dure, il faut encore l'acquérir parfaitement. Et ce rappel de l'année dernière, donc l'équation de la droite tangente. Donc, quand moi, dans mon tableur GeoGebra, j'ai tracé la droite tangente à tous les points de la fonction. Quand j'ai fait vous voyez ce moment où la tangente touchait tous les points en la parcourant la fonction. Eh bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai dit à GeoGebra de me tracer pour tous les points A, eh bien, cette belle équation de la droite tangente. Et donc, quand je faisais varier A, il me faisait toutes les tangentes possibles. Je vous remontre l'animation. En essayant de retenir du coup cette équation de la droite, je vous remontre où est-ce que ça apparaissait dans mon petit exercice. Ok. Donc, juste pour rappel, hein, je vous l'avais dit, dans GeoGebra, donc si vous regardez cette partie-là, cette partie où il y a v de x, vous la voyez ici. Regardez ce qui est écrit, c'est marqué v de x égale g de a fois x moins a plus f de a. Ce que vous ne savez pas, c'est que g de a, en fait, la fonction g est égale à f'. C'est juste qu'en fait, dans GeoGebra, si vous écrivez f', il va vous donner une erreur. Du coup, j'ai dû l'appeler avec une autre lettre. Mais en fait, g, c'est la fonction dérivée de la fonction f. D'accord? Vous voyez, c'est celle-là, hein, c'est vraiment celle-ci. Et comme ici, avec ce curseur ici, vous voyez, je peux en fait faire bouger a. Par exemple, si j'appuie sur play, il va me le faire bouger, vous voyez. Eh bien, je suis en train de tracer du coup l'équation de la tangente, donc la tangente, dans tous les points possibles. Parce que A ici, elle est en train de bouger, et du coup, je suis en train de faire, et vous le voyez d'ailleurs, ça bouge aussi dans V de X, vous voyez les petits calculs qui sont modifiés à tout moment. Eh bien, ça, c'est vraiment l'équation de la tangente qui est modifiée seconde par seconde, et donc vous voyez la tangente à tous les points, et c'est pour ça que vous avez cette belle animation. Ok? Nice. Sympa. Bon, quelques exercices maintenant. Et voilà, la chose importante à retenir, c'est que je vous demanderai justement l'application de cette formule-là. Ok, celle que je viens de vous faire écrire. Alors, ça c'est tiré de votre livre. J'aimerais bien que vous fassiez les exercices 132 et 133. D'accord? On est à la page 184 si jamais vous avez un doute. D'accord? Lisez-les d'abord. Vous voyez clairement qu'on fait appel à cette nouvelle notion, qui n'est pas nouvelle encore une fois, hein, c'est vieille, mais voilà. Regardez, hein, ici il dit soit f, la fonction définie sur R par expression de f, déterminer une équation de la tangente, cette formule-là du coup, à la courbe au point d'abscisse 0. D'accord? Je vous donne le temps de faire tout ça calmement. Quelle est la difficulté en gros ici? C'est que à un moment donné, vous serez amené à calculer la dérivée de f. Et cette fonction-là, voilà, il va falloir la dériver avec nos connaissances de cette année. L'année dernière, ça, c'était pas dérivable parce qu'il vous manquait la dérivée de fonctions composées. Alors que là, ça devrait aller. Ok? Et celle-là, c'est la même chose. Juste, il y a un tout petit peu plus de niveau augmenté. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Ok? Je vous laisse une dizaine de minutes. 5 fois e puissance 0,2 et c'était x au carré plus comme ça. Et c'était f de x. Est-ce que je me suis trompé ou c'est bien ça? C'est bien ça? Bon. Alors la première chose, essayons de comprendre ce qui nous intéresse ici. Le but, c'est de trouver, et il nous le demande explicitement, hein, trouver une équation de la droite tangente ACF, du coup, dans son point d'abscisse 0. Alors, ce point-là, c'est sûr, son point d'abscisse 0, je sais que ça va être le point qui va avoir comme coordonnée 0, point virgule, f de 0. Et f de 0, je peux déjà les calculer, c'est simple. Effectivement, f de 0, ça veut dire 0, point virgule, 5 fois e à la puissance 0,2 fois 0, ce qui fait donc 0, plus 0,5 fois 0, qui fait encore 0. Et donc ce point-là, il aura comme coordonnée 0, point virgule, 5, parce que e à la puissance 0, ça fait 1. Voilà. Donc, déjà, je sais que le point dans lequel je veux calculer la tangente, c'est celui-là. Et
c'est déjà une information importante, donc ne la perdons pas. Ensuite, je veux connaître cette équation de la droite tangente, et heureusement que je vous ai rappelé juste avant la formule à utiliser. C'est quoi cette formule? Eh bien, c'est la formule suivante. C'est y égale nombre dérivé de la fonction calculée dans son point A fois x moins a plus f de a. OK? Donc ici, vous voyez, hein, ça c'est une équation de droite. Dans une équation de droite, vous avez toujours un truc de la forme y égale mx plus p. D'accord? Donc à tout moment, vous devez toujours avoir la variable y et la variable x présente, sinon ce n'est pas une droite. Et ici, clairement, vous avez y et clairement, vous avez x. Donc la chose qu'il faut déterminer, en fait, c'est la valeur de a. La valeur de a qui nous intéresse. Et c'est qui cette valeur de a? Comme ça, c'est l'équation tangente, je vous rappelle, hein, celle-là, c'est l'équation tangente à son point d'abscisse A. Et qu'ici, le point d'abscisse, c'est l'abscisse 0. Et bien, du coup, je sais que dans cet exemple-là, il va falloir que je calcule, du coup, toute cette formule, mais pour A égale à 0. Et avec les informations que je viens d'avoir ici, c'est-à-dire que f de 0 est égal à 5, bah déjà je peux dire que cette équation va être y égale f' de 0, que je ne sais pas encore combien ça vaut, fois x, parce que x moins 0 ça fait x, plus 5. Donc en fait, je dois juste concentrer mes efforts sur le calcul de f de 0. Excusez-moi, f' de 0. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'il me faut. Le reste, je le connais déjà. Donc, je calcule f' et je vais l'évaluer après en 0. Alors, calcul de f' maintenant. Donc, je veux f' de x. Et donc, je vous rappelle que f de x est égal à 5 fois e à la puissance, c'était 0,2, x au carré, plus 0,5x, ou je me rappelle mal. C'est ça ou pas? Bien. Eh bien, du coup, comment j'agis? Je regarde ça et je me dis, ok, clairement, je vois un produit, mais la chose pour laquelle je produis, celle-là, c'est une constante. Et je sais que les constantes, elles se comportent magnifiquement bien par rapport aux dérivés. Je sais que du coup, f' de x, ça va être égal à 5 fois la dérivée de seulement la deuxième fonction. Ça déjà, ça va me simplifier la vie. Parce que du coup, je peux juste m'occuper de ça séparément. Comme j'ai fait tout à l'heure, vous vous rappelez dans l'exemple où je me suis occupé de la partie difficile en faisant une parenthèse. Et du coup, c'est quoi cette dérivée-là? Bah, là, je vais faire l'identification de deux fonctions. C'est e à la puissance 0,2 x au carré plus 0,5 x. Et là, encore une fois, je me fais mon petit schéma. Et je vous rappelle que mon petit schéma, c'était de séparer u de x, qui est donc égal à e à la puissance x. Sa dérivée u', vous vous rappelez, n'est-ce pas? U' de x, c'est toujours égal à l'exponentielle, parce que l'exponentielle, ça se dérive et on obtient lui-même. Et ensuite, vous avez comme fonction argument v de x, qui est donc 0,2 x au carré plus 0,5. Et quand vous Et quand vous dérivez v, donc vous obtenez v', ça vous donne 0,2 fois 2x plus 0,5. OK? Et encore une fois, je simplifie avec 0,4x plus 0,5. OK? Vous avez trouvé ça? On y est tous ensemble ici? Bon. Maintenant, je vais tout rassembler dans mon calcul, OK? Donc ça fait... Alors, c'était u' calculé en v. Donc, e à la puissance 0,2 x au carré plus 0,5 x multiplié fois v', donc fois 0,4x plus 0,5. Petite remarque, ça c'est... Vous voyez, v' de x, c'est toute cette expression-là. Donc, quand je fais la multiplication et que je la mets ici, j'y mets des parenthèses autour. Parce que c'est toute cette expression-là qui doit être multipliée fois le facteur qui précède. Et donc, ça, c'est l'expression de f' de x. Mais moi, je ne voulais pas utiliser f' de x. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste d'utiliser f' calculé en 0. Et c'est quoi f' de 0?
bah, c'est très simple parce qu'en général, les calculs avec 0, franchement, ça va. f' de 0, ça fait e à la puissance, bah, du coup, 0 plus 0, ça on l'a déjà vu, hein. Ça va faire 1 à la fin, fois, alors 0,4 fois 0, ça fait 0, donc c'est 0 plus 0,5. Donc tout ça, ça se réduit à 1 fois 0 plus 0,5, et donc ça fait juste 0,5 en fait. Donc, ça c'est ce que je retiens, c'est que f' de 0 est égal à 0,5. Donc, je récupère cette petite valeur. Oui. Quel 5? Ah, bravo, merci beaucoup. C'est ici où j'ai commis une erreur de distraction. Merci beaucoup d'avoir remarqué. Ça, c'était donc la dérivée de juste ce morceau-là. Ok? N'oubliez pas de mettre cette dérivée-là. Et donc, je remonte. Et dans f', maintenant, je peux dire que c'est égal à 5 fois ce morceau-là. Je le remets là-dedans. Vous voyez le parcours de mon calcul, hein? Avec les flèches, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Donc, j'ai dérivé e à la puissance 0,2x au carré plus 0,5x. Je l'ai fait séparément avec la petite flèche. Je me suis aidé par le schéma dans le rectangle avec les 4 valeurs u de x, u', v de x, v'. J'obtiens, c'est un résultat juste à droite à côté. Et ça, je le réinjecte dans la dérivée de f. Et donc, ça va me donner 5 fois e à la puissance 0,2 x au carré plus 0,5 x fois 0,4 x plus 0,5. Et maintenant, c'est ici que je calcule f' calculé en 0. Et f' calculé en 0, et là c'est correct, par contre, c'est 5 fois e à la puissance 0 fois 0,4 fois 0 plus 0,5, entre parenthèses. Et donc ça fait 5 fois 1 fois 0,5. Et 5 fois 0,5, ça fait 2,5. C'est ça la valeur de f' de 0. Ça, c'est la valeur que je vais du coup réinjecter là-haut. C'est-à-dire que ça va faire y égale 2,5x plus 5. Or, ça c'est quoi? Ça, c'est ni plus ni moins qu'une équation d'une droite. Elle est de la forme y égale mx plus p. Donc, j'ai répondu à la question parce qu'à la base, la question c'était déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0. Ok? Si vous voulez être sûr d'avoir bien fait, bah, c'est le moment de tracer avec votre calculatrice. Si vous voulez être sûr que ça marche bien. Je peux faire ça assez facilement. D'abord, je vais mettre ma petite droite tangente. Je vais l'appeler S de x, allez. S de x égale, on a dit 2.5x plus 5, n'est-ce pas? Et la fonction, on va l'appeler non pas h, mais plutôt w de x. Et c'était la fonction 5 multiplié par l'exponentielle de 0,2x au carré plus 0,5x. D'accord? Il manque une égalité ici. Tada! Est-ce que vous voyez bien ce qu'on a réussi à faire? Ça, c'est la fonction toute seule. Ça, c'est donc l'équation de la droite tangente. Et vous voyez bien que là où l'abscisse, elle est effectivement égale à 0, donc ici, la droite, elle est parfaitement tangente à votre fonction. J'aimerais que vous vous dédiez pendant quelques secondes, 3 minutes vous avez en fait, au deuxième exercice de cette page. Donc c'est le 133, celui-là. Ici la fonction elle est plus facile, hein. Alors je suis un peu contraint malheureusement d'accélérer parce que sinon je ne peux pas vous donner la correction, il me reste 3 minutes. Désolé vraiment. Alors ici on veut comparer encore une fois deux équations de droite, d'accord? Mais en fait, nous on a comme question si elles sont parallèles. Le parallélisme, il est donné, donc pour savoir
si deux droites d'équation y égale, imaginez, m1x plus p1 et y égale m2x plus p2. Comment vous pouvez savoir si elles sont parallèles? Eh bien, c'est simple. On va juste comparer. On compare M1 et M2. Si M1 est égal à M2, alors les deux droites sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, alors elles ne le sont pas. Alors, comme moi je veux faire cette comparaison-là pour deux droites tangentes, eh bien, je sais que du coup, les deux droites tangentes vont être, la première c'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et la deuxième c'est y égale f' de moins 1 fois x de moins 1 plus f de moins 1. Mais du coup, leur coefficient directeur, c'est qui? Bah, dans un cas, c'est f' de 1, dans l'autre cas, c'est f' de moins 1. Donc, tout ce que je vais faire, ce n'est pas tout le calcul de l'équation de la droite, mais comme je veux juste comparer M1 et M2, eh bien, moi, je vais juste comparer f' de 1 et f' de moins 1. Et donc, pour faire ça, je vais juste calculer f' de x. Ça, c'est nécessaire. Pardon, j'ai un peu trop glissé. f' de x, c'est la dérivée de x multiplié par e à la puissance x au carré. Donc, c'est un produit de deux fonctions. Et ce produit-là, du coup, il se dérive comme la dérivée de x. Donc, c'est 1 fois e à la puissance x au carré plus x fois, eh bien, malheureusement, là, je suis un peu coincé parce que je dois calculer la dérivée de e à la puissance x au carré. Est-ce que vous me donnez le temps de le finir? Vous avez cours après ou vous allez manger? Non, c'est grave. Je vous donne le résultat, d'accord? Comme ça, vous pouvez juste le comparer. Alors ça fait e à la puissance x au carré plus, et ça fait 2x fois x, parce que c'est cet x-là qui reste, fois e à la puissance x au carré. J'espère que vous me faites confiance sur ce résultat. Et donc, finalement, vous trouvez e à la puissance x au carré plus 2x au carré fois e à la puissance x au carré. Alors, une fois que vous calculez f' de 1, ça vous fait du coup e puissance 1 au carré plus 2 fois 1 au carré fois e à la puissance 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. E à la puissance 1, ça fait e. Plus, ça c'est du coup 2 fois e. Mais une pomme plus 2 pommes, ça fait 3 pommes. Et là, vous avez e plus 2e. Donc, ça fait 3e. Et f' de moins 1, c'est égal à e à la puissance moins 1 au carré, qui va faire 1, plus 2 fois moins 1 au carré, qui va toujours faire 1, fois e à la puissance toujours moins 1 au carré, qui va toujours faire 1. Donc ça, c'est encore égal à e plus 2 fois e, et donc ça, c'est encore égal à 3e. Et donc, ce 3e, et je vous déconseille de l'approcher, d'accord? Même si c'était correct à Mayas, ne l'approche pas la prochaine fois. Vous laissez 3e et 3e, et vous vous dites, bah du coup, les deux droites sont donc parallèles. D'accord? Désolé pour vous avoir pris autant de temps. Je te fais parler Elohim, mais avant, je vous affiche l'exercice à faire pour demain, qui est toujours dans cette même liste, même s'il n'y a pas d'équation de droite tangente, parce qu'il y avait seulement 2 exercices dans votre livre, malheureusement. C'est ici.